Bien, alors on m'a demandé de faire un travail un peu particulier qui est de parler du discours sur, là notre ami Christian vient de rappeler l'importance des pièves. Pour comprendre l'importance des pièves, il faut se remémorer un texte qui est un des textes fondamentaux en fait dans la réalité de l'histoire de la Corse, à la fois de l'histoire et de la géographie de la Corse. C'est le texte d'Agostino Giustiniani. Alors, Agostino Giustiniani, je vous la fais courte, c'est un personnage, c'est un grand intellectuel, c'est un personnage qui apparaît dans la correspondance d'Erasme. C'est quelqu'un qui a été au Collège de France avant le Collège de France, c'est-à-dire ce début du Collège de France qu'avait décidé François Ier, et qui était prof d'hébreu, et qui, par un hasard, un petit peu, si vous voulez, c'était la marque de l'Église du temps, s'est retrouvé évêque du Nebbio. Il s'est retrouvé évêque du Nebbio, est devenu évêque du Nebbio en 1514, il a été élu, et ensuite de quoi il est arrivé donc en Corse, en fait, dans la réalité, qu'en 1522. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'entre-temps, il est allé à Paris, il a travaillé donc dans ce qui est devenu donc le Collège de France et qu'il a donc été à l'origine des premières publications en hébreu en France. Pratiquement toutes les premières publications en hébreu en France sont signées par Agostino Giustiniani. Et puis en 1522, il est de passage à Gênes et pas de chance pour lui, c'est une année où il y a le siège de Gênes par le marquis de Pescara, par les troupes de Charles Quint. Alors Gênes va s'en sortir une fois de plus grâce à l'argent, c'est-à-dire qu'en fait on va payer les gens, les assiégeants, pour les faire partir, et en fait lui va être blessé au cours de cet épisode, et il va se dire finalement je suis à Gênes, j'ai des difficultés. Peut-être qu'en me retournant dans l'évêché, où jusque-là je ne suis venu que pour ramasser de l'argent, en fait, dans la réalité, il avait placé quelqu'un qui s'occupait de ses affaires financières, ce que pouvait lui rapporter donc l'évêché du Nebbio. Finalement, est-ce que je ne serais pas mieux donc en Corse? Et il va venir s'installer en Corse entre 1522 et 1530. Ensuite de quoi, il va faire le tour de Corse. Il va faire le tour de Corse de deux manières. Il va faire le tour de Corse d'abord en bateau, et il va nous livrer un tour de Corse dans lequel il vous explique pratiquement toutes les cales, tous les golfs, tout ce qu'il y a, si vous voulez, à apprendre de la côte insulaire. Ensuite de quoi, il va faire un tour de Corse, mais véritablement là, un vrai tour de Corse, pour ce qui est en tout cas de ce qu'il nous explique du nord de l'île. Parce que, on va le voir, je vais y revenir, il y a en fait dans la manière d'envisager l'histoire et la géographie du côté génois, il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut, le défaut est assez simple. Il y a un nord et un sud. Le nord, c'est la zone développée. Ça ne surprendra personne, ça a toujours été comme ça, c'est comme tout ça encore actuellement en Europe et dans le monde. Il y a un nord et un sud. À cette époque-là, pour ce qui est de la Corse, il y a un nord et un sud. Par rapport à quoi? Par rapport aux monts. Et de manière assez extraordinaire, Agostino Giustiniani vous fait une description qui commence avec les monts. Vous voyez? Les monts, les passages. Il fait un cycle sur les passages. Il y a un très beau texte d'Agostino Giustiniani dans lequel il vous explique le passage de Verde, qu'il a beaucoup marqué. C'est effectivement le passage qu'il décrit le mieux. Il y a une bonne description aussi des deux passages du côté des Visa, du Vergio, comme il dit, c'est-à-dire Vergio, ça veut dire en fait, à cette époque-là, passage. Il faut voir que, en fait, c'est le Vergio, c'est le passage de Vergio. Vous voyez donc ce que ça peut vouloir dire, le passage du passage. Bon. Donc, vous avez ces descriptions qu'il vous donne pratiquement donc une géographie des monts et des passages. Et ensuite de quoi, il va vous décrire les choses en vous disant, voilà, il y a le deçà et le delà des monts. Mais dès le départ, il vous met en garde.
le deçà et le delà des monts, les Corses, eux, ils ont leur propre lecture. Leur propre lecture, c'est assez simple. Les deux côtés considèrent qu'ils sont le deçà et que l'autre côté, c'est le delà. Donc, lorsqu'on vous dit Pumontink et Chismontink, à l'époque, le Pumont, il est des deux côtés, et le Chismont, il est des deux côtés. Hein, il faut voir, puisque ce n'est pas par rapport à vous, toute la géographie se fait par rapport à vous. Le deçà, c'est l'endroit où je me trouve, de l'autre côté, c'est le delà. Sauf que les Ajacciens, lorsqu'ils parlent d'eux, disent « nous, on est le deçà, et de l'autre côté, c'est le delà ». Donc, vous voyez, et dès le début, Monseigneur Justiniani va vous marquer véritablement le territoire. Il va vous décrire le territoire, il va passer les monts, il va vous faire l'ensemble des passages, et il va vous décrire, évidemment, la partie la plus développée de l'île, beaucoup mieux que ce qu'il va vous décrire la partie qu'il considère comme sous-développée. Alors, le nord et le sud. Attention, pour Monseigneur Justiniani, Bonifacio, c'est au nord. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun empêchement pour se rendre de Bastia à Bonifacio. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien, vous pouvez y aller directement. Donc, à partir de ce moment-là, comme dans son esprit, le nord, c'est la partie développée, Bonifacio fait partie du nord. Donc, toute la zone, si vous voulez, dans laquelle nous nous trouvons, fait partie du nord et, effectivement, est développée. La partie sous-développée, c'est la région ajaccienne. Hein, donc, la manière dont il envisage les choses, c'est comme ça. Hein, donc, il va donc vous décrire beaucoup mieux la partie du nord de l'île que ce qu'il va vous décrire la partie du sud. Et il s'en explique. Il s'en explique dans un texte qui est assez amusant. À un moment donné, il parle de la question de la dishabitation. La dishabitation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les Génois, en fait, dans la réalité, ont, à un moment donné, considéré que la montagne était le lieu du danger, le lieu où, véritablement, il y avait des sauvages. La sauvagerie, alors, ça, c'est très romain, si vous voulez, comme construction. La zone développée, la zone civilisée, c'est la zone urbaine. Alors, en Corse, il n'y a pas de ville, donc ça règle le problème. Mis à part Bonifacio, Calvi, etc., donc très bien. Zone développée, zone civilisée, c'est uniquement donc les villes. Ça, c'est la première partie. Et puis, la deuxième partie du discours, c'est plus on est plat, plus c'est plane, plus je suis civilisé, plus je m'élève, et la Corse, malheureusement, il y a des montagnes, eh bien, plus je vais vers la sauvagerie. Et donc, la description qu'il donne est très intéressante parce que voilà ce qu'il dit concernant la piève du Niol. La piève du Niol a été vidée de ses habitants pendant 40 ans. Les Génois ont vidé une partie de la montagne insulaire au milieu du XVe siècle et ils ont remis le couvert au début du XVIe siècle. En 1503, ils ont vidé le Niol et le Niol, la population du Niol ne pourra se réinstaller que dans les années 1540. Donc il faudra 40 ans. Voilà ce que Monseigneur Justiniani écrit concernant la piève du Niol. Les habitants de ce pays, qui pourraient être tout entourés de montagnes et très rudes et très froids, et où le bois est rare, commettaient de nombreux brigandages et d'innombrables délits. Et comme ils étaient nombreux et que les routes étaient rudes, non seulement on ne pouvait les gouverner, mais il était même difficile de les trouver et de rendre la justice. C'est pourquoi l'Office prit la décision de détruire toutes les habitations du Niol, une bonne décision selon moi, et je pense que ce serait une grande erreur de les reconstruire. Voilà la manière, si vous voulez, dont il envisage véritablement le territoire. Le territoire, c'est assez simple. Vous avez des zones qui sont des zones habitables. Alors, ce qui est super habitable en Corse, ce qui dépasse vraiment tout le reste et ce qui, d'une certaine façon, serait assez proche de ce qu'il connaît, lui, en Ligurie, c'est le Cap Corse. Le Cap Corsin ont toutes les qualités pour lui. Le Cap Corse a toutes les qualités parce que le Cap Corse, ce sont des gens qui pratiquent la viniviticulture uniquement. Ils ne fabriquent que du vin. Voilà, à cette époque-là, ils ne fabriquent que du vin. Et ils vendent leur vin, donc ils sont à la fois, si vous voulez, des producteurs et des marchands.
D'ailleurs, ils auront les noms de famille avant, le reste de l'île, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment la zone la plus développée de l'île. Ensuite, vous avez une partie du nord de l'île. Alors, j'exclus assez volontairement un certain nombre de pièves qui sont des pièves de moyenne montagne ou de montagne, c'est-à-dire évidemment les contreforts, le Catch, la Gioveline, le Niol. Voilà, alors ça, c'est déjà des sauvages ou des moitiés sauvages. Et puis, je franchis les monts, et là, véritablement, là, j'ai la sauvagerie à l'état pur, c'est-à-dire les zones, par exemple, le Taravo, etc., etc. C'est des zones qu'il va falloir donc vider de leurs habitants. Et donc, on vide la première fois au milieu du XVe siècle, on enlève toute la population. Au début du XVIe siècle, on vide tout le Vicollet, absolument tout le Vicollet, entre 1503 et 1516, pendant 13 ans, avec des obligations tout à fait particulières, et ça touche alors le Vicollet, plus le village de Bocognan, est vidé aussi complètement de ses habitants, avec des interdictions de venir y travailler, la Chinarque, le Cruzino, etc., etc. Donc toutes ces zones-là sont vidées parce qu'elles se sont rebellées contre Gênes à travers Giampaolo de Lé, que le seigneur, et donc à partir de ce moment-là, on vide complètement donc, les habitants et on taxe ceux qui viendraient se réinstaller dans leur lieu. 1503-1516. Alors, 1516, on dit finalement, va pour Marignane, va pour Goigne, va pour etc., etc. Une seule localité reste de côté, Mourtz. Alors Mourtz, pourquoi? Parce que Mourtz est à proximité de deux anciens châteaux des Chinarques, c'est-à-dire la Forcine et la Zurline. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, les gens de Mourtz vont avoir 2 années supplémentaires à rester en dehors de chez eux. Et puis, il y a le Niol. Et le Niol, donc, pendant 40 ans, va être vidé de ses habitants. On a détruit les maisons, hein. on a mis les maisons à terre au Niol. Hein. Donc, on va rebâtir à partir des années 1540. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces populations, pour certaines d'entre elles, vont aller s'installer même en dehors de l'île. On va les trouver dans la zone de Grosseto, on va les trouver dans la zone, si vous voulez, de ce qu'on appelle les marèmes romaines, à Viterbe, à Grosseto, à Orbetello, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont clairement même quitté la Corse pour certains d'entre eux. Et puis, il y a ceux qui sont restés en bordure, dans les marges, qui ont pu s'installer, si vous voulez, dans les pièves qui entouraient. Et donc, on a cette idée-là. Et il faut le savoir, cette politique menée par Gênes de dishabitation, et on la retrouve à la fin du conflit des guerres de San Piero, hein, à la fin de la guerre de San Piero, en 1569, on a un projet de vider clairement toute la montagne corse. On fait un détail de la montagne corse, et alors là, on englobe des pièves qui sont des pièves grosses productrices de céréales. Je pense à la piève de Catch, par exemple, ou la piève de Gioveline. Catch, c'est une des zones, pas Lira, c'est l'Égypte de la Corse. Hein, c'est vraiment une zone qui est une grosse productrice de blé. On s'en moque, on vide clairement les populations. Donc ça, c'est le projet qu'on voit arriver en 1569. Projet qui n'ira pas au bout, tout simplement parce que le chef de l'armée génoise en Corse, c'est Giorgio Doria, qui se trouve avoir des intérêts pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, Casabiande, etc. Donc on a un très beau document dans le fond des archives Doria de l'Institut d'études économiques de Gênes. Ça a été donné par le marquis Doria, le marquis Giorgio Doria, dans les années 1950-1960, il a donné tout son fonds, et à l'intérieur duquel il y avait cette documentation qui était une documentation qui concernait Casabiande. Et Casabiande, à cette époque-là, en grande partie, c'est Giorgio Doria qui en est le facteur, qui en est la personne qui s'y est installée.
Et donc, Giorgio Doria, lui, le chef des troupes génoises en Corse, dit non, non, on va travailler autrement. On va travailler par un système de forts. Alors, ça avait déjà été mis en place dans les années 1566-1567, à la fin des guerres de San Piero, et là, on va rebondir, et là, on va construire le fort de Mâtre. Vous voyez, le fort de Mâtre, en fait, dans la réalité, provient de cette construction, de cette idée d'une installation. Il faut une installation humaine. Là, vous êtes entre Bastia et Porto Vecchio. On est dans une zone qui est attaquée à de nombreuses reprises. Je pense à Coasine, je pense à Soladio, etc., ces villages du littoral, si vous voulez, de la plaine, qui sont attaqués à de nombreuses reprises par les Turcs. Il n'est pas question qu'on laisse les populations de cette façon-là. Il va falloir donc organiser les choses autrement, et on va les organiser à partir donc d'un ensemble qu'on va installer au fort de Mâtre. On va installer une petite équipe de 25 chevaux légers qui sont chargés d'attaquer les Turcs qui débarqueraient, si vous voulez, sur le littoral. Et on a comme ça cet ensemble-là sur le fort de Mâtre, et puis on va installer dans le même temps, on va réinstaller une population à Porto Vecchio ayant été déshabitata et même réduite pratiquement au sol, sauf peut-être un peu les fortifications qu'on avait un petit peu conservées dans la même période, c'est-à-dire à partir de 1565. Donc voilà la situation. Donc cette présentation de Monseigneur Giustiniani, elle va être extraordinaire pour la Corse. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'il décrit, c'est piève à piève tout le territoire insulaire. Tout le territoire insulaire est décrit avec les lieux-dits habités. Alors il faut faire très attention. On a deux versions du texte de Monseigneur Giustiniani. On a la première version qui a été, que j'ai republiée en 1993, ce qu'on appelle le Dialogo Nominato Corsica, parce qu'à l'origine, il s'agit d'un dialogue entre trois personnes qui parlent de la Corse. Et puis, il se trouve que ce texte a eu une particularité. Monseigneur Giustiniani est mort en mer en traversant, en allant de Ligurie en Corse en 1536, et lorsqu'il meurt, son texte n'a pas été publié, alors qu'on est en train de publier ses annales qui seront publiées l'année après sa mort, en 1537, les annales de Gênes, où il y a une description de la Ligurie. Vous voyez, le même esprit, la même manière de travailler. Et là, donc, son texte tombe, mais il ne tombe pas dans l'oubli. C'est-à-dire que, côté de l'Office de Saint-Georges, le texte en question est extrêmement important, parce qu'on n'a pas de carte de l'île. Lui apporte, normalement, aurait apporté, alors on ne l'a pas, il aurait apporté une carte de la Corse. Il aurait réalisé une carte de la Corse qui aurait accompagné, normalement, ce texte, ce Dialogo Nominato Corsica. Et ce texte, donc, est non publié, et il est repris. Il est repris par différentes personnes. Alors, lorsque vous allez aux archives de Gênes, vous trouvez un personnage qui s'appelle Domenico Cornice, qui reprend le texte purement et simplement en rajoutant des bricoles à la fin, début XVIIe, etc., etc. Donc, très bien. Et puis, il y a un personnage qu'on connaît, qui est Marc-Antonio Ceccaldi. Marc-Antonio Ceccaldi, lui, récupère le texte de Monseigneur Giustiniani, simplement, il enlève ce qui ne l'intéresse pas. Il découpe le texte. Il commence par enlever. Il y avait le texte était avec une préface pour Andrea Doria. Vous voyez, donc, ça, on coupe. Très bien. On garde le corps du texte. On garde même, alors ce qui est très souvent soulevé, les bonnes et mauvaises choses qu'on trouve en Corse. Alors, les bonnes et mauvaises choses qu'on trouve en Corse, ça rappelle assez tragiquement Mussolini. Hein. La Corse, c'est très beau, mais malheureusement, on a mis des Corses à l'intérieur. Hein. Donc, si vous voulez, son texte
voilà, les Corses ont tous les défauts de la création, mais ils ont un merveilleux pays. Voilà, c'est intéressant à voir comme idée. Alors le problème qu'il y a à ce texte-là, y compris donc avec ce morceau, les bonnes et mauvaises choses qu'on trouve en Corse, va être récupéré par Marc-Antonio Ceccaldi, qui lui récupère dans le même temps le texte de Giovanni della Grossa, qu'il réduit, d'accord? Il réduit le texte de Giovanni della Grossa, il réduit le texte de Montegiano, il produit son propre texte, et patatras, il meurt à 40 ans, en 1560, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est un autre personnage, Anton Pietro Filippini, qui lui va finir le texte. Alors je dis bien qu'il finit le texte parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il soit publié, et la publication vient en 1594. Alors il faut le savoir, parce que personne ne le sait, pourquoi le texte a été publié, et pourquoi il a été publié dans une des maisons d'édition les plus riches de France. Alors ça, ça on ne vous le dit pas, ça on ne vous l'explique pas. En fait, dans la réalité, parce que celui qui a payé l'édition, c'est le fils de Sampiero, c'est le maréchal Alphonse d'Ornane. C'est Alphonse d'Ornane qui, pour des raisons personnelles, il a besoin du texte pour montrer sa noblesse, la noblesse familiale, etc., met les sous sur la table pour publier le texte de Filippini, en envoyant une merveilleuse lettre aux Génois, en disant, écoutez, bon, le texte ne vous plaira pas complètement parce qu'il y a des approximations, etc., mais le texte, on va le prendre comme il est. Hein, voilà, soyez contents. Alors c'est publié aux éditions de Tournon, ce qui est extraordinaire pour l'époque. Et donc, il y en a ce texte. Le problème pour Monseigneur Justinian, pour le texte de Monseigneur Justinian, on dit très souvent que Ceccaldi a réduit le texte de Giovanni della Grossa. Ça, vous le trouverez partout. Mais il a réduit aussi le texte de Monseigneur Justinian. Si vous voulez, Monseigneur Justinian, lorsqu'il arrive à Orez, il vous fait le détail de tous ce qu'on appellerait aujourd'hui des hameaux, si vous voulez, qui constituent les villages d'Orez. Il vous fait la liste. Il y en a une cinquantaine. Bon. Vous avez la liste. Ceccaldi, lui, ne s'embarrasse pas. Il compte 1, 2, 3, etc., etc. Pouf, 50. Dans la piève d'Orez, il y a 50 villages. Voilà. Point. Alors le problème, texte de 1530, revu en 1560, publié en 1590. C'est le même texte. Et évidemment, si vous voulez, une chatte qui ne trouverait pas ses petits, on a énormément de mal à comprendre chaque fois de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'on vous parle d'un certain nombre de hameaux qui n'existent plus ou qui ont été intégrés à l'intérieur de communautés plus tard, eh bien, on ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'avais publié le texte de Monseigneur Justinian, j'avais ajouté une cinquantaine de pages dans lesquelles je faisais le détail piève à piève en expliquant, attention, la piève, la chapelle, la capelle, puisqu'on appelle ça, les communautés à l'époque, on les appelle des capelles. La capelle de je ne sais pas, de Santa Lucia de Moriani, il y a à l'intérieur tel lieu dit, tel lieu dit, tel lieu dit, etc., qui sont dans le texte de Monseigneur Justinian. C'est-à-dire qu'en fait, je peux reprendre le texte de Monseigneur Justinian en voyant, pour aujourd'hui, dans quelle communauté je vais me retrouver. Mais ça n'enlève pas l'importance au texte de Monseigneur Justinian, parce que c'est lui qui fixe la géographie de l'île jusqu'au début du XIXe siècle. Si vous voulez, jusqu'au début du XIXe siècle, il faut attendre Maltebrun, il faut avoir, si vous voulez, des textes du début du XIXe siècle. Jusqu'au début du XIXe siècle, la Corse n'est connue au niveau géographique que par le texte de Monseigneur Justinian. Et lorsqu'on vous parlait tout à l'heure, Christian parlait de 60 pièves, les pièves, la description qu'il donne est la description qui est valable jusqu'au début du XIXe siècle. Et même, ça va même plus loin. Il faut le savoir, mais ça, bon, je l'ai publié dans tout à fait autre chose. Dans l'Atlas de l'histoire de la Révolution française, lorsqu'on a fait l'Atlas de l'histoire de la Révolution française, on m'avait demandé de faire l'Atlas des cantons insulaires, parce que personne n'y comprenait rien. C'est quand même extraordinaire. Tous les cantons français s'appelaient du nom du chef-lieu du canton, sauf la Corse, et ce jusqu'en 1828. Jusqu'en 1828, c'est-à-dire
jusqu'à ce que Lantivy, préfet à l'époque à Ajaccio, décide du changement. Jusqu'en 1828, les noms des cantons étaient d'anciens noms de pièves. Vous voyez ? En fait, les cantons n'avaient pas pris la marque du canton français tel qu'il avait été envisagé. Et la plupart du temps, lorsque vous regardez le nombre de cantons, ben vous retrouvez pratiquement le même nombre de pièves qu'auparavant, sauf pour le Cap Corse, parce que dans le Cap Corse, c'était superposé aux pièves un autre problème, le problème des seigneuries. Donc les seigneuries primaient sur les pièves. Donc les pièves n'étaient pas décrites, si vous voulez, pour le Cap Corse par Monseigneur Justinien. Donc voilà le premier personnage dont je voulais vous parler, parce que c'est un personnage, je vous dis, en grande partie, si vous avez encore l'idée, comme j'ai entendu par Jean-Charles Adami tout à l'heure, ou par Christian, de ce que c'est qu'une piève au Pinot, ou pour Talone, ou Serra, ou etc., ou Verde, etc., c'est tout simplement parce que vous avez une mémoire, et cette mémoire, cette mémoire est à l'origine une mémoire écrite. Hein, c'est une mémoire écrite, c'est une mémoire qui a marqué très profondément l'histoire de l'île. Alors, ça c'est le premier personnage. Le deuxième personnage est beaucoup moins connu que Monseigneur Justinien. Le deuxième personnage, c'est Giambattista Bagliano. Alors, si vous allez à Gênes, pour monter la Salite à San Lorenzo, à un moment donné, vous allez voir marqué, il y a un tout petit, alors c'est un passage, allez, qui porte le nom de Giambattista Bagliano. Parce que Giambattista Bagliano est un personnage assez particulier de l'histoire génoise. Il est mathématicien, il est physicien, et il sera en correspondance avec Galilée. C'est un personnage, donc on est au XVIIe siècle, hein, donc on est un siècle après Monseigneur Justinian, et il va écrire un livre, un texte qui n'a jamais été publié de son vivant, qui s'appelle Discurso erudito per migliorare e fecondare il regno di Corsica. Donc un discours érudit pour améliorer et féconder le royaume de Corse. Texte qui a été publié par le père André-Marie dans les années 1980, jamais publié auparavant, hein, mais c'est un texte dont on possède tout un grand nombre de copies, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est un texte qui, à la fois, n'a pas eu le bienfait de la publication, comme le texte de Monseigneur Justinian, il n'a pas marqué, si vous voulez, profondément les esprits, mais a profondément marqué les esprits des gouvernants génois. C'est un texte... Alors, Monseigneur Giambattista Bagliano reprend beaucoup de choses. Il a visiblement le texte d'Agostino Justinian sous les yeux. Il reprend un certain nombre d'éléments. Il explique qu'en fait, les Corses ne sont pas civilisés. Il l'explique de manière générale, les Corses ne sont pas civilisés, mais ils ne sont pas civilisés parce qu'ils n'ont pas de culture, et n'ont pas de culture tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bons enseignants. Ils n'ont pas de bons enseignants parce que l'église insulaire est une église archaïque, retardataire, mal fagotée. C'est pas du tout ce qu'il faudrait. Il faudrait des gens avec de l'instruction, etc., etc. Or, l'église insulaire n'apporte pas l'instruction nécessaire aux Corses. Et il explique, les Corses craignent la justice et respectent le prince. Voilà. Ils craindraient la loi de Dieu si elle leur était enseignée. Voilà. Donc, c'est l'idée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un rajout, et un rajout qui va, vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Le rajout, il dit, l'erreur, c'est les prêtres qui sont mauvais. Mais ensuite, le problème, ce sont les notables. Les notables insulaires. Les notables insulaires sont en fait des gens, et alors il les décrit, et ce qui est assez génial, j'expliquais hier qu'en fait, il y a un double discours à la fois du gouvernement génois et des élites insulaires. Un double discours du gouvernement génois
Gênes sous-administre l'île de manière extraordinaire. La sous-administration génoise est presque quelque chose de terrifiant. Et 8 personnes pour tenir la zone entre le Niolo et Vetsagne, je ne sais pas si vous voyez, et puis en montant depuis le Catch, si vous voulez, jusqu'à Bocognan, vous prenez tout ça là, vous avez 8 personnes pour garder ça. Bon, avec les routes de l'époque, je ne vous fais pas de grands signes, ça ne tient pas la route. Donc, en fait, dans la réalité, comment on fonctionne? On fonctionne différemment. Du côté génois, on fait des lois toujours plus terribles les unes que les autres. Hein, on charge la mule, hein, et puis en même temps, on privilégie les traités de paix. Parce que le traité de paix, c'est l'élément le plus simple. C'est l'accord entre les familles, si vous voulez. Donc en fait, dans la réalité, j'ai un discours toujours plus dur. On va arriver jusqu'à la peine de mort pour les gens ça c'est le sommet des sommets en 1700, peine de mort pour celui qui épouserait une parente à lui au premier degré de consanguinité, alors consanguinité, frère et sœur, on n'y croit pas, mais d'affinité, c'est-à-dire la belle-sœur, hein, le lévirat, tout à fait classique au XIXe siècle, hein, évidemment, puisque à l'époque, c'est fini des interdits de l'Église, hein, les interdits concernant la consanguinité notamment. Et donc, en fait, dans la réalité, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, là, j'ai la réalité. La réalité, c'est le premier degré de consanguinité ou d'affinité, peine de mort. Vous voyez, la personne assez bête pour dire « j'ai épousé ma belle-sœur, je le savais que c'était ma belle-sœur ». Évidemment, type va essayer de trouver une solution autre et il évitera de toute façon l'échafaud parce que ça n'est pas du tout prévu. Vous voyez, ce sont des lois qui ne servent strictement à rien. On met loi sur loi sur loi sur loi et ça nous rappelle des souvenirs même récents, hein, je vous le signale. Hein, vous pouvez multiplier les lois à l'infini. Si vous n'avez pas d'éléments pour l'appliquer, je ne vois pas très bien à quoi sert la loi. Donc ça, c'est la première chose, c'est la loi. Dans le même temps, le traité de paix. Et du côté maintenant des élites insulaires. Les élites insulaires, lorsque vous lisez Filippini, lorsque vous lisez le Giovanni Bancher, le texte de Giovanni Bancher, qui est podestat de Bastia au milieu du XVIIe siècle, Giovanni Bancher vous explique le bon temps que c'était du temps du gouverneur truc machin à la fin du XVIe siècle, une période qu'il n'a pas évidemment vécue. On lui a raconté, si vous voulez, qui détruisit 300 bandits corses, etc., et fit régner la terreur chez les bandits, et les bandits étaient obligés de s'enfuir, etc., etc. Bon, c'est complètement délirant. Le texte, si vous voulez, très très dur, le plus dur possible. Et dans le même temps, ces mêmes élites insulaires fabriquent les vendettes, gèrent les vendettes et finissent les vendettes. Donc, si vous voulez, c'est le double discours. Et Balian comprend très bien le double discours. Il voit très bien le double discours. Il voit qu'en fait, les gens en question, il dit, ces notables, finalement, on se met aux mains de ces notables lui leur font faire à peu près n'importe quoi. Au final, il faut payer, et ils donnent le peu de choses qu'ils ont, ils les donnent aux notables, parce que, en fait, le notable est véritablement... il est là, c'est les usages insulaires de payer véritablement, de se faire défendre par des notables qui, en fait, dans la réalité, les poussent véritablement vers les plus mauvais instincts. Donc, il y a deux éléments, et ce qui est fondamental dans le texte de Balian, par rapport à ce que j'expliquais hier sur Pascal Paul, c'est que Balian nous dit ce qu'il faut encore, c'est la justice. Voilà. Il faut la justice. S'il n'y a pas la justice, tous les abus continueront. Si les Corses n'ont pas la sensation qu'il y a la justice, les abus continueront. On aura tous les abus, la non-dénonciation des délits, les rapports d'enquête foireux, les témoignages douteux, les accusations fantaisistes, les frais de chancellerie excessifs, etc., etc. Il vous fait un listing des choses. Et
c'est l'élément. Et dernier point qui termine le texte de Balian, ben, c'est finalement, est-ce qu'il ne suffirait pas de changer la population? Est-ce que la solution, ça ne serait pas de remplacer les Corses par d'autres que les Corses? Il faut changer la population. Et de toute façon, la Corse, explique-t-il, est sous-peuplée. Il faut amener une nouvelle population avec 3 solutions: introduire des colonies, créer des asiles et inféoder des terres. Voilà, donc 3 solutions. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, ces 3 projets, si vous voulez, pour changer la population insulaire, ben, grosso modo, c'est ce qu'on va voir mis en place à la fois, dans un premier temps par les Génois, en deuxième temps par les Français. C'est exactement la même solution. C'est assez intéressant à noter. Donc voilà les 2 textes qui ont un poids réel sur la pensée génoise lorsque les Génois parlent de la Corse. Et on le voit dans les commissaires, lorsque vous prenez les commissaires qui viennent en Corse au cours des XVIe, XVIIIe siècles, tout le long, si vous voulez, qui tous les 2 ans refont quasiment le même parcours, hein, et qui vous redonnent pratiquement toujours le même sentiment, eh bien, ils empruntent soit à Agostino Justinian, soit à Giambattista Balian, parce qu'en fait, ce sont les textes qu'ils ont, vraisemblablement, qu'on leur a donnés avant de partir, et donc ils pêchent à l'intérieur des éléments. C'est absolument sans surprise. Alors, un problème supplémentaire concernant la Corse, c'est assez amusant parce que ça renvoie à un écrit à un moment donné de Franci Beretti. Franci Beretti avait publié un texte et j'avais trouvé la formule assez géniale, mais en même temps un peu intrigante. La Corse, écrit-il, on est en 1736, c'est un texte hollandais, hein, sur la Corse, est aussi peu connu que le Japon et la Californie. Bon. Donc à l'époque, imaginez le Japon ou la Californie pour un... Donc en fait, dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la connaissance de la Corse va venir en fait des guerres. Ce sont les guerres qui vont amener la connaissance de la Corse. S'il n'y a pas de guerre, s'il ne s'y passe rien, ça n'intéresse personne. Voilà, de manière claire. Je veux dire, on n'est pas au XIXe siècle, on n'est pas dans les touristes, etc., etc. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, XVIe, XVIIIe siècle, ceux qui viennent pour expliquer la Corse, qui sait? Qui est-ce qui explique la Corse? En premier lieu, des soldats. Au XVIe siècle, les guerres, on a une profusion de textes concernant la Corse, tout simplement parce qu'on a la guerre se déroule en Corse pendant 16 ans. Donc, pendant ces guerres qui vont de 1553 à 1569, j'ai effectivement profusion d'écrits concernant la Corse, de descriptions, même de lieux, etc. C'est quelque chose qui nous apporte effectivement une information. Et puis, au XVIIIe siècle, la nouveauté, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être les envois de troupes, dans un premier temps impériales et dans un deuxième temps les troupes françaises. Parce que ces troupes-là vont être accompagnées par des gens qui vont, à la fin de leur séjour, si vous voulez, dans l'île, vont écrire des textes concernant ce qu'ils ont vu dans l'île. Bon. Donc on va avoir effectivement, Fernand Ettori avait fait une liste assez exhaustive des textes français du XVIIIe siècle. Hein, pratiquement tous les textes, si vous voulez, qui vont être publiés, ont une vocation, avant tout, militaire. Et il faut faire très attention avec ces textes-là. Moi, je vous dis, il faut faire vraiment très attention parce que ce sont des textes intéressés. Ce sont des textes intéressés. Vous voyez, Paul Arrigue avait fait un livre à un moment donné, La vie quotidienne en Corse au XVIIIe siècle. C'est pas la vie quotidienne. Il n'aurait jamais dû appeler ça comme ça. Ça n'est pas la vie quotidienne. Ce qu'il décrit, c'est la vision de gens venus
8 jours, 10 jours, 15 jours, 3 semaines en Corse, de ce qu'ils ont vu en Corse. Ben, ils n'ont pas vu grand-chose. Je veux dire, de manière très claire. Alors là, je vous mets au défi, lorsque vous prenez, y compris Boswell, on me raconte Boswell, il a passé un week-end en Corse. Enfin, il faut arrêter. De quoi il me parle? En fait, dans la réalité, c'est tout ce qu'on lui a dit. C'est tout ce qu'on lui a dit. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu rien du tout. Il n'a rien vu du tout. Et la plupart des auteurs du XVIIIe siècle n'ont rien vu du tout. Vous les prenez l'un derrière l'autre. Bon, quelques-uns, parce qu'ils ont vécu à Bastia ou à Ajaccio, dans Bastia ou dans Ajaccio, sans quitter Bastia ou Ajaccio. Ça rappelle des textes. Je vous citerai simplement, j'avais assisté à un moment donné à un grand colloque sur la Russie, l'expérience française en Russie au cours du XVIIIe siècle. Parce qu'on vous cite tout le temps Diderot, etc., taratata, machin chose, qui sont allés en Russie. Bon, très bien. Faites le détail de chacun et regardez ce qu'ils ont vu de la Russie. Ils ont vu Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg et Saint-Pétersbourg. Voilà, stop. Alors, il y en a un ou deux dans le lot qui ont vu Moscou, d'accord? Et il y en a un toujours cité, Chabdot-Roche, qui est allé en Sibérie. Voilà. Donc, la Russie vue par les hommes du XVIIIe siècle, c'est peanuts. Si vous prenez la vision... il faut remettre véritablement les choses dans la réalité. La réalité, c'est ça. En fait, dans la réalité, qu'est-ce que ces gens-là ont vu? Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit « il vient en Corse », etc., il vous décrit un petit morceau de l'île, il est resté 51 jours en Corse, etc. Bon, qu'est-ce qu'il a vu avec les chemins du temps? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Speedy Gonzales, il a fait le tour de l'île? Non, il a vu un tout petit morceau de l'île, et il vous raconte ce qui se passe, etc. Et lorsque vous lisez ce qui est dit par les auteurs, notamment sur des produits corses, qui sont des produits réputés, je pense aux vins du Cap, par exemple. Les vins du Cap sont des vins qu'on trouve dès le XVIe siècle sur la table du pape. Excusez du peu, Paul III, lorsque on prend le majordome de Paul III Farnèse, lorsque vous regardez la liste des achats qu'il réalise, eh bien, 2/3 du vin qu'il achète, c'est du vin soit de l'Hôte, soit du Cap Corse. Donc, le vin ne doit pas être si mauvais que ça. Si sa sainteté s'intéresse au vin insulaire, il y a peut-être une raison. Ben, vous avez les auteurs français qui vont au cours du XVIIIe siècle, il n'y a rien de bon, il n'y a rien à en tirer. Vous voyez, ce sont des lectures qui sont des lectures à charge. Vous voyez, donc, attention à ces lectures qui ne gagnent en épaisseur et en humanité que très tardivement. Il faut vraiment arriver à des lectures à la fin du XVIIIe siècle pour voir les choses évoluer de manière un petit peu précise. Alors, cette construction est assez éprouvante parce que lorsque vous rentrez vraiment dans le détail, vous vous rendez compte qu'il y a eu des moments où il y a eu des idées, vous voyez, pour faire changer les choses. Il y a la tentative de mise en valeur de la Corse, alors que les Génois sont férocement contre la mise en valeur de la Corse. Avec une explication qui est donnée par Monseigneur Giustiniani dès le début. Dès le début, lorsque je prends le texte de Monseigneur Giustiniani, voilà ce qu'il dit. Il n'était pas intéressant pour le magnifique office, donc office de Saint-Georges, de s'employer à mettre en valeur réellement l'île, parce que si elle avait été bonifiée, notre cité se trouvant alors sous le gouvernement des tyrans, on aurait couru le risque de perdre la Corse rapidement, parce que quelques potentats locaux, avec l'aide des tyrans qui gouvernaient la cité, auraient pu l'usurper, ce qui paraissait impossible dans l'état dans lequel se trouvait l'île, où elle créait plus de dépenses que de rapports au magnifique office. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, dans la réalité, lorsque vous allez avoir la lecture qui va être effectuée par les gens de ce qui se passe dans l'île, si la Corse est présentée de manière très négative,
Gênes peut conserver la Corse. Si elle ne développe pas la Corse plus que ça, Gênes peut conserver la Corse. Je vous rappellerai simplement le projet de fabrication d'un môle, c'est-à-dire d'un môle à Bastia, pour fermer le vieux port, va mettre 70 ans pour arriver à être réalisé. Et lorsque, à un moment donné, il y a une personne qui demande de fabriquer du savon en Corse, on lui rétorque que non, parce qu'on préfère acheter le produit, parce que le produit, lorsqu'il arrive, on paye des droits de douane dessus, et que si on a l'argent des droits de douane qui manque, eh bien ça manquera à la caisse commune au final. Donc en fait, on ne fait plus rien. Alors il y a effectivement des périodes, il y a une période dans les années 1630 où Gênes a vraiment pensé, pour toutes sortes de raisons, qui sont des raisons essentiellement génoises. Il ne faut pas s'imaginer les choses différemment. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé en 1660 la construction de la route entre Sagone et Ayton, la mise en valeur du bois. On met pourquoi on met en valeur le bois? On met en valeur le bois parce que le bois peut rapporter effectivement de l'argent. Et en plus, Gênes ne dispose pas de forêts extrêmement importantes. Là, on a du bois en très grande quantité qu'on peut prendre à profusion. Et puis, ça va durer 50 ans, et au bout de 50 ans, ça tombera dans l'oubli. Par contre, on aura fait la route qui va de Sagone à Évisa. La route de Sagone à Évisa a été construite à partir de 1661. Donc, vous avez cette idée. Vous avez, à un moment donné, la possibilité de sortir de ça. Et à ce moment-là, vous avez, pour certaines pièves, et je pense particulièrement aux pièves de la plaine orientale. Les pièves de la plaine orientale, le Campolo, par exemple, tout particulièrement, la piève de Verde, etc., vont être mises en valeur au cours des années 1630 parce qu'il y a un besoin de développement qui ne correspond plus à cette idée de non-développement, etc. Peut-être que la Corse on pourrait réussir à en tirer quelque chose plutôt que de l'avoir, alors non pas à la charge, parce que la Corse se suffit elle-même, mais en tout cas qu'elle ne coûte pas, si vous voulez, de l'argent à la Sérénissime République. C'est l'idée que vous allez rencontrer un petit peu partout. Donc on a cette construction-là. Alors est-ce qu'il y a, malgré tout, une partie du discours qui peut venir d'autres personnes que les personnes que je viens de vous signaler? Il y a un personnage qui n'est pas très connu en Corse, qui a eu une importance assez considérable à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, qui est Anton Francesco Cirni. Alors Anton Francesco Cirni, lui, c'est un personnage qui est né à Olmette di Rosoli, c'est-à-dire Olmette di Tuda aujourd'hui, qui va avoir une carrière assez extraordinaire. Il est à la fois l'homme des Médicis, il a été le secrétaire du marquis de Marignane au moment du siège de Sienne, qui est un siège terrifiant, où il y a à peu près 80% de la population qui y passe. C'est quelque chose d'absolument affreux dans les années 1550. Et puis ensuite, ami du frère du marquis de Marignane, qui se trouve être le pape, ça peut vous aider, et proche, donc, si vous voulez, donc, des Médicis, et qui va avoir, lui, un rôle à jouer, notamment dans la construction des routes, puisque c'est lui qui va être chargé de la construction des routes, notamment on le rencontre fabriquant la route de la Scala di Santa Regina, ou dans la route de Luminande, donc vous voyez des lieux un peu scabreux, et c'est lui qui notamment va déplacer la route Bastia-Ajaccio, qui auparavant allait de Bastia à Saint-Florent, descendait par si vous voulez, la Balanine actuelle, et il va la déplacer pour l'installer sur les rives du Gaule. Voilà.
C'est lui qui va effectivement effectuer ce changement, cette mutation, qui vous explique beaucoup de choses. 1554, pourquoi on se bat au col de Tende? On se bat au col de Tende parce que la route passe là. Elle ne passe pas plus bas. Vous voyez, donc pour aller à Corté, on passe par le col de Tende. Vous voyez, on passe pas du tout par, comme aujourd'hui, par le sillon du Gaule. Donc voilà la construction. Et Anton Francesco Cirni est un personnage qui a été mal vu d'une certaine façon par la critique, qui en a conservé que ce que dit Philippine, c'est-à-dire que Anton Francesco Cirni a eu à un moment donné un affrontement avec le gouverneur, mais il n'a pas eu qu'un affrontement avec les gouverneurs, il a eu toutes sortes d'affrontements avec les gouverneurs. Il est un homme qui parle fort, un homme qui parle haut, qui est le représentant à plusieurs reprises des populations de l'île, donc en tout cas du nord de l'île, orateur à Gênes à plusieurs reprises, et c'est un personnage qui, lui, qui a fait le tour de l'Italie et qui arrive en Corse en se disant il y a quelque chose à réaliser, si vous voulez, dans cette île. Je reviens par rapport à l'idée de Christian au début de ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, comment on peut développer le territoire. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va multiplier les discours. Il y en a un notamment qui se trouve au Vatican, que je vous envisage, à un moment donné que j'avais envisagé de publier. J'avais envisagé de publier l'intégralité, si vous voulez, des lettres d'Anton Francesco Cirni, parce que c'est extrêmement riche, et ça permet de comprendre un autre point de vue, c'est-à-dire non plus le point de vue vu du côté génois, mais vu du côté insulaire, comment un insulaire qui est sorti de chez lui, il a passé la plus grande partie de sa carrière en dehors de l'île, à aller un peu partout, à écrire un récit du siège de Malte ou un récit du concile de Trente, puisqu'il se trouvait à Trente au moment où a eu lieu le concile. Donc il a une connaissance, si vous voulez, de ce qui se passe en Méditerranée, de ce qui se passe. Et ce personnage-là est malheureusement pas inconnu dans l'île, mais très peu connu, alors qu'en fait, je vous dis, il apporte une lecture qui est une lecture nouvelle. Alors, la politique génoise dans l'île est une politique donc basée dans un premier temps sur le sous-développement, le non-développement même, voilà, pas du tout comme on nous l'a expliqué dans les années 60 ou 70 sur un système colonial, si vous voulez, façon ce qu'on pouvait voir de la colonisation française en Afrique du Nord notamment, c'était la façon dont on nous présentait les choses. Je pense que c'est pas du tout de cette façon-là qu'il faut voir, mais il faut regarder finalement ce que les Génois ont pu apporter à cette île et réfléchir à s'emparer vraiment de ce qu'ils ont pu apporter d'intéressant en Corse pour sortir d'une représentation qui est une représentation finalement assez éloignée de ce qui nous intéresse, parce que finalement, cette lecture, la Corse non développée, la Corse en dehors des clous, la Corse archaïque, etc., c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir développé dans les récits concernant l'île, en tout cas jusque pratiquement à la fin du XIXe siècle. Il faut attendre l'extrême fin du XIXe siècle pour voir un village comme Sartène de passer du statut d'endroit où il ne faut absolument pas vivre parce que c'est absolument affreux, parce que les rues sont scandaleusement étroites, parce que, etc., c'est chouette d'être à Sartène. Voilà, on peut passer en 10 ans. Donc il faut se rendre compte que le discours, c'est d'une certaine façon les autres qui le font, garder ça en tête, et garder en tête la phrase de Benjamin Franklin concernant la Corse, qui n'est pas très connue. Les Corses se sont révoltés lorsqu'ils se sont rendus compte
qui n'étaient pas des sujets de gènes, mais des sujets de gènes. Je vous remercie.